Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci de suivre Immigration TV, le seul canal qui vous donne des informations venant directement du gouvernement canadien et de l'immigration canadienne. Aujourd'hui, nous allons vous parler concernant le processus de permis d'études et pour ce faire, nous allons recevoir quelqu'un. Nous allons rejoindre via téléphone Madame Dominique Lamana. Elle est responsable pour les étudiants internationaux du Collège O'Sullivan de Montréal. Avec elle, nous allons voir ensemble le processus, comment cela se fait et les différentes étapes à parcourir avant d'arriver au Canada et quelles sont les obligations des étudiants et des étudiantes. Tout ça dans un laps de temps avec Dominique Lamana, rejoint au téléphone à qui nous disons bonjour Madame Dominique Lamana, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable au Collège O'Sullivan pour les étudiants étrangers. Oui, bonjour, c'est Dominique. Oui, allô, bonjour Madame Dominique Lamana, vous allez bien? Oui, et vous-même? Merci pour votre disponibilité. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est des obligations que nous avons d'aider les immigrants, surtout ceux-là qui veulent venir étudier au Canada. Donc, j'avais publié une vidéo la semaine dernière. Beaucoup de personnes d'Algérie, de Tunisie et surtout Mhm, du Cameroun qui veulent avoir mhm. des informations concernant le processus de permis d'études, comment cela se fait. Ça me fait jusqu'en novembre. Il fallait que la personne ait reçu soit l'avis favorable, si elle était encore dans son pays, mais il y avait une date limite, là. Puis ça va être dès le 15 novembre jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, c'est la prochaine période d'inscription pour ceux-là qui veulent venir étudier, c'est bien ça? Ben, ça veut dire que ceux qui avaient déjà leur permis d'études se qualifient pour pouvoir travailler le nombre d'heures qu'ils veulent, mais il faut quand même comprendre que, tu sais, travailler 20 heures et avoir un horaire de classe, parce que nous, nos programmes d'études, ça joue autour de 26 à 28 heures de classe par semaine, ça commence à être beaucoup, là. Ok, ok. Donc, ça peut être un couteau à double tranchant. Oui, je travaille beaucoup, mais je ne consacre pas suffisamment de temps pour mes études, puis je me mets en position d'échec. C'est sûr qu'il y a certaines personnes dont les études sont plus faciles que d'autres, mais moi, j'encouragerais pas quelqu'un à travailler au-delà de 20 heures en même temps que ses études. C'est différent pour ceux qui sont pendant l'été. Alors, quand c'est un congé scolaire prévu, comme nous, nos étudiants en DEC sont en classe à l'automne et à l'hiver, et à l'été, c'est un congé prévu. Là, à ce moment-là, qu'ils fassent 40, 45 heures, 50 heures, tant mieux pour eux, là, ils n'auront pas de limite d'heure. Mais pendant les études, d'aller au-delà de 20 heures, je trouve ça risqué. Ah oui. Et donc, je tiens à rappeler que Madame Dominique Lamana, c'est responsable des études d'inscription, le responsable d'admission pour les étudiants étrangers, c'est ça, va vrai? Exact. Oui. Exact. Donc, allons directement au but. Quelqu'un qui se Mhm, trouve en Tunisie, en Cameroun, en Algérie, veut venir étudier au mhm. Canada. Quelles sont les différentes étapes à parcourir? Ben, la première étape, c'est de trouver une école qui offre le programme d'études dont il souhaite s'inscrire. Donc, la première étape, c'est être accepté par une école. Ensuite, lorsque la personne reçoit sa lettre d'acceptation, elle la dépose pour la demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc, ça, c'est le gouvernement provincial qui dit oui, d'accord, on accepte que la personne vienne étudier au Québec. Et une fois que c'est approuvé, là, le CAQ, donc le certificat d'acceptation du Québec, est envoyé au fédéral pour que là, à ce moment-là, le Canada évalue la capacité financière de la personne, les frais de subsistance, les frais de scolarité, tous les frais que la personne a besoin, l'avion, l'assurance, etc. Donc, c'est le fédéral qui va évaluer tout ça et en fonction de différents critères, va dire oui, j'approuve ou non, je refuse la demande de permis d'études de la personne. Donc, si l'on doit retourner à la première étape pour la phase d'admission ou d'inscription au niveau Mhm, du collège, quels sont les mhm. documents qui sont demandés par le collège? Par exemple, vous êtes responsable, vous avez déjà l'habitude de traiter ces dossiers. Quels sont les documents que vous demandez aux étudiants étrangers d'avoir pour l'inscription?
Pour tous nos programmes d'études, c'est la même chose, c'est-à-dire relever notes et diplômes de leurs études secondaires. Ceux qui ont fait des études supérieures, c'est intéressant, qui les joignent également, avec leur certificat de naissance et leur passeport. Il y a 100 de frais de demande d'admission. Et pour notre programme en informatique, donc la technique de l'informatique, là, plus précisément gestion de réseau et sécurité informatique, je dois m'assurer qu'ils ont fait des mathématiques enrichies. Enrichies, ça veut dire quoi? C'est plus ce qui touche l'algèbre, la trigonométrie, des mathématiques scientifiques. Là. Quelqu'un qui serait formé en comptabilité, ce serait plus ou moins le genre de mathématiques que je vais regarder parce qu'ils vont avoir fait des statistiques, de la comptabilité. C'est pas la même chose que de l'algèbre. Fait que ça, il y a un préalable au niveau des mathématiques pour ce programme-là. Mais sinon, pour la technique juridique, il n'y a pas de mathématiques particulières à avoir, sinon que de les avoir réussi. Donc, la note de passage, souvent dans ces pays-là, c'est sur 20. Donc, de démontrer que la personne a eu au moins 10 sur 20 là, dans ses notes. Ok, je comprends, c'est important. Donc, pour la deuxième phase, ce serait Mhm. une demande du certificat d'acceptation du Québec, c'est bien ça? Exact. Donc, est-ce que Donc, une fois. vous avez une idée de comment se fait le processus pour que les personnes puissent se préparer? Mais il y a des tutoriels sur le site du gouvernement provincial et fédéral qui peut les aider. En gros, c'est qu'ils doivent soumettre leur passeport, la lettre d'acceptation de l'école, je pense une photo aussi de mémoire. C'est une centaine de dollars là, pour faire la demande. Et une fois que c'est accepté, c'est envoyé au fédéral. Et là, le fédéral va demander beaucoup plus de preuves parce qu'étant donné qu'ils doivent évaluer la capacité financière, ils vont demander un relevé bancaire récent de la personne, des preuves de revenus stables, donc c'est des lettres d'employeur, mais ça peut être fait pour une personne répondante. Donc, le cas classique, j'ai un jeune qui veut faire ses études ici, c'est les parents qui assumeront les frais de scolarité. Donc, à ce moment-là, c'est les parents qui doivent fournir les preuves de capacité financière. Mais parfois, on a quelqu'un de la famille qui habite à Montréal et qui vont héberger la personne. Donc, à ce moment-là, les frais de subsistance, donc les frais pour se loger, se vertir, se nourrir, etc., ça peut être quelqu'un de la famille au Québec. Fait qu'à ce moment-là, ils vont vérifier qui s'occupe de quoi et de vérifier les capacités financières de ces gens-là. Ok, j'ai bien compris. Donc, nous tombons dans la troisième phase Mhm, qui est la demande du permis d'études. Donc, en mis à mhm. part du permis d'études, cette personne-là aura besoin d'un visa aussi parce que le permis d'études ne permet pas de voyager, pas vrai? Ben, il y a des pays que le visa est effectivement obligatoire. Donc, normalement, ils vont délivrer le visa en même temps. Puis, il y a d'autres pays que non, ne sont pas tenus d'avoir une autorisation de voyage électronique. Fait que ça dépend de quel pays ils viennent. Ok, en parlant de ça, ça dépend de quel pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, pour Cameroun, Algérie, Tunisie, c'est ces trois groupes de personnes-là. Il y a une dame qui se trouve au Congo aussi qui m'a écrit, mais son cas, c'est concernant le permis de travail, donc on verra ça un petit peu après. Ouais. Donc, Ben, c'est sûr qu'il mhm. faudrait que je fasse la recherche. Donc, moi, je dirais, de toute façon, la personne devra faire ses démarches par elle-même, de l'inviter à aller faire sa recherche elle-même. C'est sûr que quelqu'un qui dit, j'aurais besoin d'aide pour faire mes démarches de CAQ et de permis d'études, on peut leur donner des références de consultants de migration et d'avocats. Ok. Mais la personne va devoir quand même se familiariser avec tout ce qui est demandé par le gouvernement. Ok. Donc, j'allais dire tout à l'heure, dans la troisième étape pour cette demande de visa et de permis d'études. Et Mhm. maintenant, voyons les délais qui sont accordés à ces différentes étapes. Combien de temps le collège prend pour étudier le dossier avant OK. de délivrer une lettre d'admission? Combien de temps pour la demande de CAQ et combien de temps pour le permis d'études? Vous avez une idée de tout ça? Pour le traitement de dossier, dans le fond, tout peut être fait la même journée si le dossier est complet. Souvent, ce qui retarde, c'est si la personne ne vient pas dans mon bureau virtuel, je ne suis pas en mesure
de la passer en entrevue, ben là, ça retarde. Moi, quand je reçois une demande d'admission, j'envoie un courriel en donnant beaucoup d'informations sur le programme, les coûts, les étapes, le permis d'études. Donc, j'explique tout ça et je vais préciser à la personne quels sont les documents qui manquent. Fait que si la personne prend du temps à me répondre puis à me fournir les documents, le compteur tourne, le temps file. Mais si la personne m'envoie rapidement, je présente rapidement dans mon bureau virtuel parce que, étant donné que les programmes sont enseignés en français, on doit quand même évaluer le niveau d'anglais. Parce que nos programmes comportent 2 cours d'anglais langue seconde. Fait que je fais une petite entrevue, je leur pose 8 questions orales pour évaluer, bon, est-ce qu'ils ont un anglais de base, un anglais intermédiaire, un anglais avancé. Puis en fonction de ça, ben, la personne responsable de notre département d'anglais ici va pouvoir dire, ben, OK, cette personne-là, son niveau actuel serait dans le groupe des débutants ou dans le groupe avancé. On peut dire à la personne, mais votre niveau actuel est vraiment faible, on va vous recommander de vous inscrire à notre centre d'aide pour avoir du tutorat pendant vos études. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Ça fait partie des frais de scolarité, mais au moins, si on s'aperçoit que la personne a vraiment de la difficulté en anglais, on va s'assurer là, qu'elle ait de l'aide là, pendant ses études. Donc, moi, un coup que l'entrevue est faite puis que les documents sont soumis, ça me prend une demi-heure, là, puis c'est fait, là. Fait que c'est vraiment, ça revient à la disponibilité du candidat de voir si ça prend du temps ou pas, s'il ne fournit pas les documents. Fait que une fois que c'est fait et que j'envoie un contrat, la personne doit signer électroniquement son contrat, payer 250 de frais d'inscription. Quand c'est fait, moi, ça me permet de préparer la lettre d'acceptation officielle. C'est cette lettre-là qu'ils vont envoyer au gouvernement du Québec. Eux prennent théoriquement 20 jours ouvrables. 20 jours ouvrables quand il ne manque pas de documents. Okay. Parce que ça peut arriver que le gouvernement dise telle preuve ne nous convainc pas, on vous envoie une lettre d'intention de refus à moins que vous ne fournissiez tel autre document. Okay. Bon, fait que là, des fois, ça vient retarder le dossier. Et sinon, quand le dossier va bien, que le gouvernement est content de ce qui a été fourni comme document, eux s'engagent à donner une réponse dans les 20 jours ouvrables. Ensuite, pour ce qui est du permis d'études, je suis présentement sur le site du gouvernement du Canada. Fait que ce que j'ai fait, je suis allée dans la section vérifier les délais de traitement. J'ai choisi, je veux faire une demande de résidence temporaire, donc pour faire des études, et je demande un permis d'études de l'étranger. Et ce qui est sorti actuellement, en date d'aujourd'hui, c'est 10 semaines. Ça veut dire que ça prend 10 semaines au gouvernement pour donner une réponse, mais ils disent qu'il se peut que vous deviez fournir vos empreintes digitales et votre photo avec votre demande. Donc, il dit que le délai de traitement ne tient pas compte du temps que vous avez besoin pour fournir vos données biométriques, puis que le temps que notre bureau reçoive une demande envoyée par un autre centre de réception. C'est un 10 semaines qui est flottant. Là. Ça peut aller plus que ça, dépendamment des données biométriques puis des délais postaux. Mais en gros, on peut s'attendre à un bon 3 mois facile là, quand tout va bien. Parfois, c'est on envoie une lettre d'intention de refus parce que vous ne m'avez pas convaincu de tel facteur. Et qu'ils disent, bon, ben, soit que vous nous fournissez des preuves différentes ou soit que finalement, vous remettez sur la glace votre projet d'études. Là. OK, bien. Et Madame Dominique, c'est concernant le volet direct dont vous m'aviez parlé la fois dernière. Est-ce que cela existe pour Algérie, Cameroun, Tunisie? Donc, je rappelle que nous sommes avec Madame Dominique Lamana, c'est la responsable d'admission au niveau du collège O'Sullivan de Montréal. Donc, c'est une personne qui s'y connaît, donc elle a fait beaucoup d'expérience avec des étudiants étrangers. Et je crois que au collège O'Sullivan, il y a plus d'une dizaine de nationalités qui étudient avec vous, ah ouais? Oui, tout à fait. Donc, voyez-vous, je suis sur la page toujours du gouvernement du Canada. J'ai tapé volet direct pour les études et ça s'adresse aux différents pays suivants, donc Antigua et Barbuda. Bon, là, je ne sais même pas si. Brésil. Donc, je répète, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, l'Inde, Maroc. Donc, la personne va être contente. Pakistan, Pérou, Philippines,
Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Trinité et Tobago et Vietnam. Donc, pour ceux qui sont au Maroc, là, donc on vous parlait tout à l'heure, là, ils ont plusieurs critères là, qui doivent se qualifier. Donc, entre autres, là, d'avoir des tests, un test de langue de compétences linguistiques. Ça prend une preuve qu'ils ont payé un certificat de placement garanti d'une valeur de 10 000 auprès d'une banque, qu'ils ont payé les frais de scolarité de la première année, puis ont la lettre d'acceptation d'une école, doivent fournir des revues de notes récents, une preuve de soumission à un examen médical. Fait que pour le gouvernement, eux, cette demande-là fait en sorte que ils peuvent quasiment avoir leur réponse en 2 semaines, mais c'est super facile pour le gouvernement parce que c'est comme tout est beau. La personne a payé la scolarité, ils ont fourni un certificat de placement de 10 000 donc très souvent, la principale raison de refus d'un permis d'études, c'est que vous ne m'avez pas convaincu que vous disposez d'une capacité financière suffisante. Est-ce que cela veut dire, excusez-moi Madame Dominique de vous arrêter, est-ce que cela veut dire bien avant de faire la demande du permis d'études, la personne doit payer la première année scolaire, c'est ça? Pardon. En fait, si quelqu'un veut se qualifier sous le volet des directs des études, oui, effectivement. À ce moment-là, la personne paie les frais de scolarité de la première année. Moi, j'inscris dans la lettre d'acceptation que la personne a payé le montant X. Donc, c'est précisé dans la lettre d'acceptation et va soumettre sa demande de permis d'études avec tous les autres documents requis. Donc, la preuve de capacité linguistique, le certificat de placement de 10 000 etc. OK, c'est vraiment bien, c'est important. Parce que nous, normalement, là, un pays qui n'est pas dans la liste que je vous ai nommée, les frais de scolarité, on demande un premier paiement à la rentrée scolaire, donc pas une année à l'avance. C'est que chaque session coûte pour les internationaux, donc par exemple mon DEC en juridique, ça coûte 6 080 par session et on leur permet de faire des versements de 3 040. Fait qu'ils peuvent faire 2 versements de 3 040 à l'automne, 2 autres versements de 3 040 à l'hiver. Alors, parce que c'est pas, le gouvernement québécois ne veut pas que les étudiants paient la scolarité à l'avance, tandis que le gouvernement du Canada, eux autres, bien souvent, ils vont demander est-ce que la personne a payé les frais de scolarité de la première année. Fait que le gouvernement du Québec et du Canada ne se parlent pas assez, à mon avis, là. Fait que oui, pour le volet direct, il faut payer la première année. C'est ce qui est requis là, par le Canada. Donc, concernant tous les programmes que vous avez évoqués du Collège O'Sullivan, il y a la possibilité du permis de travail aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, tous nos programmes sont donnés en classe. Donc, ça, cette nuance-là est importante à comprendre. C'est que nos programmes qui sont en classe, comme par exemple technique juridique, technique de l'informatique, avec, je vous disais, là, la spécialité en gestion de réseau et sécurité informatique. Donc, ces DEC-là, il y a aussi archives médicales, qui est dorénavant enseigné en français. Donc, ces 3 DEC-là donnent automatiquement un permis de travail post-diplôme de 3 ans si la personne a respecté ses conditions. Donc, que la personne a maintenu un statut d'étudiant à temps plein, qu'elle a fait ses études à priorité, qu'elle n'y a pas plein d'échecs. Quelqu'un là, qui a suivi le cours normal là, de son programme va effectivement avoir droit à un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Tandis qu'on a des attestations d'études collégiales, celles qui sont en classe, c'est ça qui est important à retenir, eux autres, donc par exemple technologie des médias et plateau de tournage ou assistant monteur, eux vont permettre d'avoir un permis de travail post-diplôme de la même durée que le programme. Donc, j'ai étudié 1 an en plateau de tournage, je vais travailler 1 an. Si c'est assistant monteur, j'ai étudié 8 mois, donc je vais avoir un permis de travail post-diplôme de 8 mois. Par contre, nos autres attestations sont enseignées en ligne. Parce que c'est en ligne, les gens ne pourront pas faire de demande de permis de travail post-diplôme parce que le gouvernement ne veut pas. Il ne faut pas que le programme soit plus que 50 donné en ligne, sinon ils ne reconnaissent pas là, pour faire un permis de travail post-diplôme. OK, d'accord. C'est vraiment bien. Et tout de suite après les études, étant donné que la personne aura ou a le statut résident temporaire, après les études, est-ce qu'il y a possibilité des démarches pour des résidences permanentes? Oui, bien en fait, la façon la plus facile, c'est avec un diplôme technique.
Donc, quand quelqu'un s'inscrit pour un programme de 3 ans, ça donne un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Et pour le programme d'expérience québécoise, ce qu'on appelle le PEC, donc si la personne tape sur Immigration Québec, programme d'expérience québécoise, le PEC, sous le volet des études, à ce moment-là, à partir du moment où on a 2 années de travail, on peut déposer la demande de certificat de sélection, donc CSQ. Ça, c'est au niveau du Québec. Et après ça, c'est la résidence permanente. Fait que nos étudiants, ils ont travaillé 3 ans. Après qu'ils aient terminé leurs 2 années de permis de travail post-diplôme, ils vont déposer la demande de CSQ et la demande de résidence permanente va se traiter pendant ce temps-là. Tandis que pour nos attestations d'études collégiales, elles ne se qualifient pas pour le programme d'expérience québécoise sous le volet des études parce que ce sont des attestations et non pas un diplôme technique. À ce moment-là, la personne va pouvoir travailler, mais il en manque un bout parce qu'ils n'auront pas 2 ans d'expérience. Ils vont avoir eu un permis de travail post-diplôme de 1 an ou même de 8 mois. C'est là où ça se complique un peu. Il faut que la personne puisse avoir un permis de travail ouvert suite à son stage ou peut-être, dépendamment de l'âge du candidat, permis voyage-travail. Il existe d'autres programmes du gouvernement auxquels la personne pourrait peut-être se qualifier pour être capable de soumettre 2 années d'expérience pour se qualifier au programme, non pas le volet des études, mais le volet des travailleurs qualifiés. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Là. Donc là, vous parlez du portail Arima où la personne aura à faire Ouais, une déclaration d'intérêt. une déclaration d'intérêt. Ils vont demander 2 années d'expérience, mais ils ne l'auront pas parce que leur permis de travail va avoir été de 8 mois ou de 1 an. C'est un peu plus compliqué. Je sais qu'il y a le volet entrée express au Canada, que c'est un peu plus simplifié, mais à ce moment-là, il faut déménager du Québec pour s'en aller ailleurs au Canada. Pour ça, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Bien au contraire, on est allé au-delà. Ah, Donc, ben je tant ne mieux. sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais pour moi-même, je crois que si c'était vraiment bien les réponses, les informations fournies. Ben, J'espère que moi, les... Mhm. moi, en fait, le meilleur conseil que je pourrais donner, parce que c'est ce que je vois régulièrement, c'est que s'assurer que la personne soit sérieuse dans sa démarche. Il y a beaucoup d'internationaux qui seraient prêts à choisir n'importe quel programme juste pour sortir de leur pays. Puis bon, je sais qu'il y en a qui vivent des conditions euh, de guerre ou de pauvreté ou des conditions humaines qui sont pas faciles, mais parce que toute cette démarche-là d'obtention d'un permis d'études, c'est lourd. Il faut que la personne soit vraiment sérieuse, qu'elle ait la capacité financière, qu'elle soit préparée, de choisir un programme qui va la motiver parce que c'est bien beau changer de pays, mais à un moment donné, c'est l'adaptation. Là. Si j'aime pas le programme dans lequel j'étudie, puis en plus, je suis loin de ma mère, puis de mon père, puis de mon pays, ça peut être assez difficile. Là. Pour préserver la santé mentale des gens, je pense que c'est important je suis stimulée par le programme, j'aime ça, je suis heureux d'aller en classe, je m'intègre avec des amis, je participe aux activités, ça va faire toute la différence. Puis, l'aspect financier, c'est souvent un obstacle que le gouvernement va invoquer dans les raisons de refus. Donc, parfois, il vaut mieux peut-être reporter d'une année pour avoir un peu plus d'argent de côté que de se mettre dans des conditions financières difficiles. Là. Ça, je le vois aussi. OK. Puis d'améliorer le niveau de langue, parce qu'au Québec, oui, c'est sûr que l'anglais est la langue des affaires, mais le français est très, très important, mais l'anglais aussi. Fait que j'ai des gens qui n'ont pas beaucoup d'anglais, ça peut jouer sur le marché du travail par la suite. Puis pas attendre la dernière minute. Il y en a qui attendent beaucoup trop longtemps, puis là, le gouvernement, avec les délais de traitement qui sont très, très longs, ben, ça fait en sorte que ça crée un stress inutile sur la personne. Non? OK, je comprends. Donc, Madame Dominique Lamana, un très grand merci. Et si quelqu'un Salut. aimerait étudier avec vous, donc vous Mhm. avez un email, un numéro de contact, le site Oui, web que oui, oui. vous pouvez Sur laisser notre site rapidement. Internet. Mhm. En fait, notre site Internet qui est
www.o'sullivan.edu. Donc, O'Sullivan, il n'y a pas d'apostrophe, il y a 2 L et .edu parce que c'est éducation. Donc, la personne pourra nous rejoindre sur le live chat, dans mon bureau virtuel, par courriel. Toutes les coordonnées sont faciles d'accès là, sur notre site Internet. Donc, Madame Dominique Lamana, sincèrement, nous tenons à vous remercier de votre disponibilité. Comme ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième, c'est la troisième, mais ça va être encore d'autres opportunités pour aider ceux-là qui veulent venir étudier au Canada. Ça a été un grand plaisir. Bien, merci à vous. Au revoir. Bye bye.